Eh bien, c'est l'heure d'accueillir notre rockstar de Time World, Étienne Klein. Merci infiniment d'être encore parmi nous pour cette édition 2022 de Time World sur le thème de la construction et pour cette dernière conférence de la journée. Étienne, je vais te présenter quand même. C'est la tradition. Étienne, physicien, vulgarisateur de renom, philosophe des sciences. Tu es chercheur au LARCIM, au CEA, au laboratoire de recherche sur les sciences de la matière. Tu as écrit de nombreux livres de vulgarisation sur divers thèmes, le temps, le vide, la physique des particules, et aussi sur des physiciens qui ont marqué notamment le XXe siècle, Einstein, Majorana et tant d'autres pionniers de la mécanique quantique. Et puis tu es notamment producteur de l'émission maintenant Science en question sur France Culture. Et comme tu es notamment spécialiste du temps, je vais démarrer pour toi le petit sablier, et donc tu as 30 minutes pour nous parler de la construction de la théorie de la chute des corps. C'est parti. Bien, bonsoir à tous et à tous, je suis ravi d'être là. Je remercie Laurence Honora pour son invitation. Je dois vous dire que le risque est grand que je vous déçoive, car j'ai préparé un exposé qui est en fait l'équivalent d'un cours de terminale. Alors que j'ai vu les autres exposés sont vraiment de très haut niveau, moi je vais prendre des choses extrêmement basiques en traitant un sujet qui a été proposé au bac, dans je ne sais plus quelle série, en philosophie. Le sujet était énoncé de cette façon: observer suffit-il pour comprendre? La réponse à cette question, c'est évidemment non. Voilà. Pas besoin de développer, c'est non. Mais comme j'ai 40 minutes, 30. Je vais développer. 35 30 minutes. Je vais quand même développer sur 30 minutes, mais compte tenu de ce que je perçois de vos âges, c'est-à-dire que vous avez, pour la plupart d'entre vous, passé votre bac, vous n'allez rien apprendre. En fait, j'ai lu des manuels d'épistémologie pour classe de terminale, et j'ai vu que dans beaucoup d'entre eux, on affirme que la science serait affaire d'observation, et parfois même qu'il suffirait d'observer pour comprendre. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est que justement l'exemple de la chute des corps montre que les choses ne sont pas si simples. La bonne compréhension des lois qui régissent ce phénomène, et par extension celle de la gravitation, doit en effet beaucoup à des expériences qu'on appelle des expériences de pensée, qui ont été inventées à plusieurs siècles d'intervalle par des esprits puissants. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une expérience de pensée? Ça ne consiste pas simplement à réfléchir. C'est une sorte de stratagème intellectuel pour faire en sorte que le monde décoïncide d'avec ce qu'il nous montre. Et donc on fait un pas de côté pour réfléchir, on théorise, et on revient, si possible, interroger le réel pour voir s'il répond conformément à nos attentes, ou bien, s'il n'est pas possible d'interroger le réel, on réfléchit aux implications qu'aurait une théorie supposée juste, si elle s'appliquait à des situations que nous ne pouvons pas réaliser, mais que nous pouvons penser. Bon. Alors évidemment, il y a des expériences de pensée ou des êtres qui leur sont associés, qui sont bien connus, le chat de Schrödinger, la mythe Wigner, le démon de Maxwell, qui tous renvoient à des problèmes d'interprétation des théories physiques, en l'occurrence de la physique quantique ou de la thermodynamique, mais plus puissantes encore et plus fécondes ont été les expériences de pensée qui ont contribué à la construction de nouvelles théories physiques. Et ces expériences de pensée ont consisté en des ruses de la fiction qui permettent à la raison de s'écarter du réel pour ensuite venir percuter les données qu'il nous livre et ainsi de mieux l'interroger. C'est donc une façon de penser des mondes contrefactuels pour mieux comprendre le monde factuel. Et cette fécondité historique des expériences de pensée suffit à faire voir que la physique est tout le contraire d'une bureaucratie des apparences. Les lois qu'elle revendique ne se déduisent pas simplement d'observation. L'univers qui semble exhibitionniste, en réalité, n'est pas du tout pédagogue en matière de lui-même. Dès lors, pour le comprendre, il faut utiliser notre esprit pour le travailler au corps, si l'on peut dire, au corps, mais pas dans un corps à corps, en prenant au contraire de la distance, en décollant notre nez des données brutes qu'il nous livre, en décalant notre point de vue, en ne s'embarrassant plus des limitations que nous impose la réalité empirique, telle qu'elle se donne à un moment donné de l'histoire. C'est d'ailleurs pas tout à fait un hasard, à mon avis, si les grandes percées de la physique ont été réalisées pour l'essentiel par des gens qui, chacun à sa façon, ont trouvé le moyen d'effectuer des pas de côté, des écarts de pensée, grâce auxquels ils sont
parvenu, comme je disais tout à l'heure, à faire décoïncider le monde avec ce qu'il semble nous montrer de façon évidente. Alors, premier exemple que je vais choisir, c'est évidemment Galilée. Dans un premier temps, Galilée ne s'intéresse pas à la question de savoir si le vide existe ou non. Les dogmes à l'époque disent que la nature a horreur du vide, et Galilée dit, mais en fait, peu importe, il s'y intéressera un peu plus tard dans sa vie, mais en 1604, en fait, il s'en fiche. En 1604, dans un texte, d'ailleurs qu'on a pu dater, parce qu'il l'a écrit dans des pages de brouillon qui lui servaient à faire sa comptabilité, mais elles n'étaient pas toutes datées, et on a pu les dater en mesurant la composition chimique de l'encre qu'il a utilisée cette année-là, puisqu'il se faisait livrer de l'encre sous forme de poudre. Évidemment, il n'y avait pas la norme ISO à l'époque, et donc les proportions chimiques des différents ingrédients n'étaient pas les mêmes d'une année à l'autre, et grâce à des rayons X, on a pu dater l'année à laquelle il a utilisé cette composition particulière en se référant à d'autres manuscrits qu'il a fait dater. Je passe là-dessus, disons en 1604, et il énonce cette loi que vous connaissez tous, que la vitesse acquise est proportionnelle à la durée de la chute, et d'autre part, elle est indépendante de la masse et de la nature du corps. Il avait fait des expériences, il avait laissé tomber des cailloux dans de la mélasse, et constaté que les cailloux étaient freinés, puis s'immobilisaient, dans certains cas. Il en a fait tomber dans l'eau, ils sont freinés, mais moins que dans la mélasse. Dans l'air, ils sont moins freinés. Et la question qu'il pose, et qui commence déjà par l'expérience de pensée, que se passerait-il si la résistance au mouvement des corps s'annulait? Est-ce que les différences de vitesse que j'observe pour des corps de masse différentes s'annuleraient, ou est-ce qu'elles persisteraient? Voilà ce qu'il écrit. Nous avons vu que l'écart des vitesses entre mobiles de poids spécifiques différents augmente avec la densité des milieux. C'est alors qu'il me vint à l'esprit que si l'on supprimait totalement la résistance du milieu, alors tous les corps descendraient à la même vitesse. Vous avez une phrase qui est « si, alors ». Si, alors, telle est la signature d'une expérience de pensée qui commence par l'invocation d'une situation contrefactuelle et se prolonge par une extrapolation. Alors, cette hypothèse intellectuelle du vide, qui, je le rappelle, était fortement rejetée à l'époque, aussi bien par les doctes que par l'Inquisition, a provoqué en lui une sorte d'intuition géniale, celle que j'ai dite, à savoir que les lois du mouvement seraient faciles à mathématiser. Et la première loi de la physique moderne, c'est finalement la loi correspondant à la loi énoncée par Galilée. La vitesse de chute est proportionnelle à la durée de la chute. Un corps qui tombe depuis n secondes tombe n fois plus vite qu'un corps qui tombe depuis une seconde, quelle que soit la nature et la masse du corps en question. Ce qui est une situation, un phénomène que personne n'a observé. Et que d'ailleurs personne n'a observé du temps de Galilée. Parce que quand on fait tomber des corps ailleurs que dans le vide, les vitesses de chute apparentes dépendent du milieu dans lequel elles tombent. Alors, dans son discours sur Deux sciences nouvelles, qui date de 1638, il utilise le vide, comme je l'ai dit, comme un milieu de pensée, comme un cas limite, avec lequel il est parfaitement licite de raisonner, quand bien même il n'existerait pas dans la réalité. Et on voit que là, le vide, par le seul fait qu'il l'invoque dans ce type de situation, change radicalement de statut. Il est désormais conçu comme la situation la plus simple, éventuellement fictive, mais peu importe, à laquelle puisse se référer le physicien, quitte à ce que celui-ci revienne ensuite au cas concret qui se présente dans notre environnement habituel. Se référer au vide permet en somme de contourner par le raisonnement la complexité des apparences. Et Galilée, dans ce discours concernant Deux sciences nouvelles, invente une expérience de pensée qui d'un point de vue logique un peu bancale, à vrai dire, mais qui va suffire pour qu'il parvienne à convaincre ceux avec lesquels il discute. Son porte-parole, vous le savez, c'est Salviati. Et dans cet ouvrage, Salviati fait l'hypothèse, dans le but de l'invalider, qu'Aristote a raison lorsqu'il dit que les objets les plus lourds chutent plus vite que les objets les plus légers. Voilà ce qu'écrit... alors, déjà, cette phrase de cette loi d'Aristote dans le traité du ciel,
un corps tombe d'autant plus vite qu'il est plus massif, loi qui a été acceptée, enseignée pendant des millénaires. Hein. C'est quand même une loi bizarre. D'ailleurs, Salviati le fait remarquer. Si je prends une pierre qui est 100 fois plus lourde qu'une autre, est-ce que vraiment je la vois tomber 100 fois plus vite? Est-ce que des objets qui ont une certaine masse, une certaine densité, tombent 100 fois plus vite que les autres? Donc cette loi a fait autorité, alors que même l'observation semble suffisante pour la malmener. Alors voilà ce qu'écrit Galilée par la bouche de Salviati. Il fait donc l'hypothèse qu'Aristote a raison quand il dit qu'un corps lourd tombe plus vite qu'un corps plus léger. Voilà ce qu'il écrit. S'il est vrai qu'une pierre, qu'une grosse pierre se meut, par exemple avec 8 degrés de vitesse, et une plus petite avec 4 degrés, donc 2 fois moins vite, que s'en suivra-t-il si on les attache l'une à l'autre? C'est là l'expérience de pensée. Je prends une grosse pierre, je l'attache à une petite pierre, je postule qu'Aristote a raison. Que se passe-t-il si je laisse tomber l'ensemble d'une certaine hauteur? Mais il suffit d'écouter Aristote. L'ensemble formé par les deux pierres est plus lourd que la grosse pierre. Donc il va tomber plus vite que la grosse pierre toute seule. Mais en même temps, la petite pierre qui tombe moins vite va tendre la corde et faire parachute pour la grosse pierre. Et donc va freiner la chute de la grosse pierre. Donc l'ensemble formé par les deux pierres va tomber moins vite que la grosse pierre toute seule. Contradiction, puisqu'une même loi aboutit à deux conclusions contradictoires l'une avec l'autre. Comment résoudre le paradoxe en disant que les deux pierres tombent à la même vitesse? Ce qui n'est pas ce que nous voyons. C'est pour ça que Alexandre Koyré, grand philosophe des sciences, a écrit à propos de Galilée en général, cette expérience mais aussi d'autres, que le pari de la physique, c'est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible. On peut expliquer ce qu'on observe par des lois qui, si on les prend au sérieux, contredisent ce qu'on observe. Ou du moins obligent à le réinterpréter. Et en l'occurrence, à dire, tous les corps tombent à la même vitesse sous l'effet de la gravitation, mais si les corps ne tombent pas dans le vide, il y a d'autres forces que la gravitation qui agissent sur ces corps, résistance de l'air, poussée d'Archimède, et ce sont ces forces, et seulement elles, qui sont responsables des différences de vitesse que nous observons lorsque nous faisons chuter dans l'atmosphère ou dans l'air des corps de masse différentes. Et Aristote avait tort de faire porter à la gravitation des effets qui ne viennent pas d'elle. Oui, il n'a pas fait d'expérience. Il a un peu observé, expérimenté, comme on dirait aujourd'hui, mais il n'a pas vraiment fait d'expérience. Et en conclusion, Salviati, à l'issue de cette expérience de pensée qu'il conclut de la façon que j'ai dite, un grain de sable tombe exactement à la même vitesse qu'une meule de moulin. Bon. Voilà. Alors, il va un peu plus loin et il énonce, je ne sais pas si j'ai le temps de lire, mais en une demi-page, il énonce quelque chose, moi je n'étais pas au courant de ça, mais il énonce le principe d'équivalence qu'on attribue à Einstein, j'y reviendrai, en 1907, mais Galilée a l'intuition du principe d'équivalence. Voilà ce qu'il écrit. Une grande pierre placée sur une balance non seulement pèsera davantage, si on lui ajoute une autre pierre, mais la simple addition d'une quenouille d'étoupe augmentera son poids des 6 ou 10 onces que pèsera celle-ci. Si au contraire, vous attachez la pierre à l'étoupe et la laissez tomber librement d'une certaine hauteur, croyez-vous qu'au cours du mouvement, l'étoupe pèsera sur la pierre, accélérant ainsi sa chute, ou croyez-vous qu'elle la ralentira en la soutenant partiellement? Nous sentons la pression d'un corps disposé sur nos épaules quand nous voulons nous opposer à son mouvement. Mais si nous descendions avec la vitesse qui serait naturellement la sienne, comment ce corps pourrait-il s'appuyer sur nous? Et il continue, il conclut. Concluez donc que dans la chute libre et naturelle, la plus petite pierre n'exerce aucune pression sur la plus grande et n'accroît nullement son poids comme elle le fait au repos. Nous en concluons donc que les mobiles grands ou petits, et possédant un même poids spécifique, bon, ça c'est une nuance qu'on aurait pu éviter, se meuvent avec une même vitesse. C'est presque le principe d'équivalence. Pas exactement, mais presque. D'accord ? Le principe d'équivalence, lui,
il va être inventé, découvert par Einstein en 1907, à l'issue d'une expérience de pensée un peu originale. La différence entre Galilée et Einstein, qui tous deux inventent beaucoup d'expériences de pensée, c'est qu'à partir de l'adolescence, Einstein invente beaucoup d'expériences de pensée dans lesquelles il met en scène son propre corps. Il imagine son corps en situation. Vous savez qu'à 16 ans, par exemple, il s'est imaginé à cheval sur un rayon lumineux en se demandant qu'est-ce que je percevrais si j'étais à cheval sur un rayon de lumière. D'ailleurs, à la fin de la vie, pas à la fin de sa vie, mais en 1944, alors que Jacques Hadamard, grand mathématicien français, était exilé aux États-Unis, Hadamard a mené une enquête auprès de physiciens, théoriciens et de mathématiciens pour leur demander comment naissaient leurs idées. Ce qui a intéressé Hadamard, c'était à l'époque où les linguistes discutaient beaucoup de cette question, c'était quel est le lien entre la pensée et le langage. Est-ce qu'on peut penser hors des mots, ou est-ce que toute pensée est soutenue par un schème verbal? Et Einstein a entendu parler de ce questionnaire. Hadamard ne l'avait pas sollicité, mais il a voulu y répondre. Et les réponses qu'il donne sont absolument passionnantes. Et au détour d'une question, il dit « j'ai une pensée musculaire ». C'est-à-dire, où est-ce que j'en suis, moi donc ça, c'est plus bon. J'ai une pensée musculaire, c'est-à-dire je pense, en quelque sorte, en marge du langage. J'ai des images mentales qui m'apparaissent, et tout le travail ensuite consiste à traduire ce que m'indiquent ces images mentales en mots, puis en équations. Et je pense que vous connaissez cette anecdote qui est partout racontée. En 1907, il rentre de déjeuner un jour de novembre, et comme tous les jours où il travaille, il fait une sieste qu'il appelle semi-éveillée. Donc il se met sur son tabouret, il n'y a pas de dossier, et il s'endort, il somnole. Mais il garde suffisamment de conscience pour que si une idée apparaît, il ait suffisamment d'attention pour la saisir. Et s'il s'endort vraiment, évidemment, comme il n'a pas de dossier, il y a un réflexe du corps qui le réveille. Et il comprend ce jour-là l'idée qu'il appelle la plus heureuse de sa vie. Je le cite, « J'étais assis sur mon tabouret au bureau fédéral de Berne et je compris d'un coup que si une personne est en chute libre, elle ne sentira pas son propre poids. J'en ai été saisi. » En langage einsteinien, ça veut dire j'ai eu des tremblements. Tremblements d'émotion. Cette pensée me fit une très grande impression qui me poussa, 8 ans plus tard, vers une nouvelle théorie de la gravitation. Donc Einstein, il n'a rien inventé là. Il a simplement imaginé une situation dans laquelle son corps tombe, et il a compris ce qu'indiquent les lois de Newton ou même de Galilée. Tous les corps dans le vide tombent à la même vitesse, quelle que soit leur masse. Donc si je tombe sous l'effet de la gravitation, et si je prends un objet qui tombe avec moi, je le lâche, il va tomber comme moi, à la même vitesse que moi. Donc par rapport à moi, il ne va pas tomber. Je le verrai en lévitation. Newton aurait pu le penser, le dire en ces termes, et en fait personne n'avait pensé cette situation de la façon dont Einstein en a rendu compte. Et vous voyez que ça entremêle d'une façon très bizarre les relations de cause et d'effet. Si vous tombez, c'est à cause de la gravitation. C'est votre poids qui vous fait tomber. Ce poids provoque votre chute, c'est-à-dire une accélération qui, pour vous, dans notre environnement, semble annuler la gravitation. Donc la gravitation provoque un effet qui annule la gravitation qui pourtant produit cet effet. Et donc, ce qu'il comprend, c'est que tout se passe comme si l'accélération produite par la chute effaçait la cause même de cette chute, en l'occurrence le champ de gravitation local. En clair, le fait de subir la pesanteur de façon libre, sans être arrêté par un plancher ou par la terre ferme, mais paradoxalement en état d'impesanteur. Le fait de subir la pesanteur, en 2 mots, mais en état d'impesanteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sent la gravitation que si une force s'oppose à elle, ou s'ajoute à elle.
Par exemple, je sens mon poids par la réaction que provoque le sol en réaction à mon poids. Mais s'il n'y avait pas de sol, je tomberais et je ne sentirais pas mon poids. D'accord ? Et ça va amener Einstein à proclamer, à comprendre que l'impesanteur n'est nullement l'absence de pesanteur. Ce qu'on appelle l'impesanteur, c'est l'absence de ressenti de la pesanteur. Ce n'est pas l'absence de pesanteur, c'est l'absence de ressenti de la force de gravitation. On ne sent pas la force de gravitation, et c'est ça qu'on appelle l'impesanteur, qui est, j'insiste, qui existe, qui est là, mais qui devient imperceptible, puisque plus rien ne s'y oppose. D'ailleurs, c'est marrant, parce que ça veut dire que l'expression « chute sans gravité » devient à la fois une contradiction dans les termes, puisqu'il n'y a de chute que s'il y a gravité, et un pléonasme, puisque la chute semble effacer la gravité qui pourtant l'engendre. En tout cas, cette expérience de pensée va provoquer chez Einstein, j'insiste là-dessus, un véritable choc émotionnel, qui va décliner sous la forme d'un principe que j'ai déjà cité, le principe d'équivalence, qu'il publie en 1907, dans un article magnifique, où il montre qu'en fait, il y a deux situations différentes que les physiciens pensent comme complètement différentes, mais qui en réalité sont absolument équivalentes. La première situation, c'est je suis dans une cabine d'ascenseur qui est posée immobile à la surface de la Terre, donc dans le champ de gravité terrestre. J'imagine que les parois ne sont pas transparentes, il n'y a pas de hublot, il n'y a pas de fenêtre, on ne peut pas voir l'extérieur. Dedans, je mets un physicien auquel je donne des objets de masse différentes, des balles, etc. Évidemment, il va jouer avec, il va voir qu'elle tombe, entre guillemets, sur le plancher, et s'il est génial, il va retrouver les lois de Newton de la gravitation. Ça, c'est la situation que j'appelle la situation numéro 1. Situation numéro 2, j'imagine que cette cabine d'ascenseur est dans un endroit de l'espace où il n'y a même plus de gravitation. On est loin de toute étoile, toute galaxie. On est à un endroit où le champ de gravitation est nul. J'imagine que cette cabine d'ascenseur est propulsée dans une certaine direction par un petit réacteur qui la pousse et qui lui donne une accélération égale à l'accélération de la pesanteur. Donc la fusée part dans une certaine direction, je ne dirais pas le haut, il n'y a pas de gravitation, mais elle part dans une certaine direction avec une accélération constante égale à l'accélération de la pesanteur. Ce que dit le principe d'équivalence énoncé par Einstein, c'est qu'il n'existe aucune expérience de physique que pourrait faire le physicien dans cette cabine qui lui permettrait de savoir s'il est dans la première situation ou s'il est dans la deuxième situation. Elles sont physiquement équivalentes. D'où le terme de principe d'équivalence. Il y a une équivalence entre l'accélération et la gravitation. Une accélération peut mimer un champ de gravitation, d'accord, c'est la situation numéro 2, ou une accélération peut annuler la gravitation, c'est le cas dans la chute libre. D'accord ? Oui, c'est pas une invention. Il n'a rien inventé là. Il a simplement fait parler les équations de Newton, ou même Galilée suffit en l'occurrence, de façon à comprendre une équivalence qui jusque-là était cachée. Et ça va le mener très loin, comme vous savez, puisqu'en 1907, il est encore à Berne au bureau des brevets, malgré les articles qu'il a fait en 1905, qui l'ont rendu célèbre dans un petit cénacle. Il n'a toujours pas de poste à l'université. Et en 1911, coup de chance, il a enfin un poste à l'Institut de physique allemand à Prague. Donc il va déménager, il va passer à Prague 16 mois à enseigner la physique, et puis à commencer à réfléchir à la gravitation d'une autre façon, parce qu'il est agacé par la physique quantique. Il ne supporte pas la physique quantique, ça le rend fou, et pour conserver un peu de rationalité, il s'intéresse à la gravitation. Il habite avec sa femme et ses 2 enfants, ses 2 fils, dans un immeuble qui existe toujours, qui est tout neuf à l'époque,
qui est un immeuble électrifié. L'ascenseur est électrique, l'éclairage est électrique. Et il va faire une expérience de pensée, là encore, qui va aussitôt publier, assez fascinante. Expérience dans laquelle il imagine qu'il est dans la deuxième situation que j'ai évoquée. Donc il est dans la cabine d'ascenseur, il est à l'intérieur, et il imagine qu'il y a un trou percé dans la paroi, à gauche pour moi, à droite pour vous, qui va permettre à un rayon de lumière d'entrer dans la cabine d'ascenseur. La vitesse de la lumière n'est pas infinie, et donc la lumière va mettre un certain temps pour traverser la cabine. La cabine, je vous le rappelle, est accélérée par le petit réacteur. Pendant que la lumière traverse la cabine, eh bien, la cabine se déplace dans l'espace. Donc le point d'impact du faisceau lumineux sur la paroi de droite pour moi, de gauche pour vous, n'est pas en vis-à-vis du point d'entrée. Donc Einstein, qui est dans la cabine, voit le rayon lumineux avoir dans sa traversée de la cabine une trajectoire courbée. Courbée par quoi? Ben là, c'est trivial, par l'accélération. C'est un effet purement cinématique. Aucun mystère. Il ne fait que traduire par cette image-là des choses qui sont relativement évidentes. D'ailleurs, je ne suis pas du tout sûr qu'Einstein était le premier à imaginer cette situation. Mais, et c'est là qu'il est génial, principe d'équivalence. Ce que j'ai vu dans la seconde situation, c'est ce que je verrai dans la première situation. Donc si j'étais dans la cabine immobile, posée sur la Terre, sans accélération, je verrais le rayon lumineux courbé. Mais courbé par quoi? Il n'y a plus d'accélération. Et je vous rappelle que la lumière a une masse nulle. Donc elle est courbée par quoi, la lumière? Par la gravitation. Donc le principe d'équivalence, si on prend au sérieux, né d'une expérience de pensée, oblige, grâce à cette expérience de pensée, la seconde, à comprendre que la lumière subit la gravitation, bien qu'elle soit sans masse. Ok? Donc là, on commence déjà à vaciller. Mais comment le prouver? C'est pas en faisant des mesures dans une cabine d'ascenseur. Donc Einstein apprend qu'il va y avoir une éclipse totale du Soleil, et il comprend qu'à cette occasion-là, on pourra vérifier que la lumière est déviée par la gravitation, par la matière. Pourquoi? Parce que quand le Soleil est présent, évidemment, les étoiles fixes qui sont très loin du Soleil nous sont invisibles, parce que le Soleil nous aveugle. Okay? Donc on ne les voit que la nuit. Et on peut d'ailleurs noter leur position la nuit. Mais lors d'une éclipse totale du Soleil, entre les étoiles fixes et nous, il y a le Soleil qui vient s'interposer. Et il ne nous aveugle plus, puisque la Lune le cache. Donc pendant l'éclipse, on pourra voir les étoiles fixes. Et on pourra donc mesurer leur position. Et si Einstein a raison, la lumière qui nous vient d'elle va être déviée par la présence du Soleil, et la position apparente qu'elles ont pendant l'éclipse ne sera pas la même que celle qu'elles ont quand il n'y a pas d'éclipse. Okay? Donc il publie un papier dans lequel il propose que cette expérience soit faite, et l'un de ses amis qui s'appelle Freundlich, qui est un astronome à Potsdam, monte une expédition avec des collègues pour aller faire cette observation, non pas en Allemagne, parce que l'éclipse en Allemagne n'est pas complète, mais il va en Crimée. En août 14. Bon, août 1914, quand on est allemand, pour aller en Crimée, c'est pas un bon choix dans la date, comme dirait l'autre. Hein. Donc c'est la guerre, ils sont arrêtés, mis en prison, les observations ne sont pas faites, ils seront échangés un peu plus tard contre les prisonniers russes.
Et heureusement que la mesure n'a pas été faite, parce que les calculs d'Einstein étaient faux. Il n'avait pas encore la bonne théorie de la gravitation. Après, c'est une longue histoire, le temps passe, n'est-ce pas? C'est une longue histoire, mais il va en fait discuter à Prague avec un mathématicien qui s'appelle Pick, qui connaît bien les géométries non euclidiennes. Einstein séchait les cours de maths au Polytechnikum de Zurich. Par contre, il se souvient qu'un de ses collègues, qui s'appelait Marcel Grossmann, lui était très attentif aux cours, prenait des notes dont Einstein se servait pour préparer ses examens. Donc il va démissionner de son poste de Prague, après y avoir séjourné 16 mois, publié 11 articles. Et il va retourner à Zurich pour collaborer avec Marcel Grossmann. Et en 1913, ils vont publier à deux mains, à quatre mains plutôt, une esquisse de relativité générale. Grossmann fait la partie mathématique, Einstein fait la partie physique. C'est une esquisse de relativité générale. Et en fait, Einstein a refusé un tenseur que lui proposait Grossmann au motif qu'il n'était pas assez physique. Bon. Et on a retrouvé, peut-être vous l'avez vu dans la presse, on a retrouvé il y a quelques années un brouillon de calcul fait par Einstein et Bessot en utilisant les équations de cette esquisse de relativité générale à propos du périhélie de Mercure. Vous savez que c'était un problème, le périhélie de Mercure. Il y avait un petit écart entre la trajectoire de Mercure autour du Soleil qui pouvait être observée avec une très grande précision, et puis la même trajectoire calculée par les lois de Newton. Il y avait un écart vraiment très faible, qui était pour ce qui est du périhélie, le point le plus proche du Soleil dans la trajectoire, le périhélie avançait par rapport au calcul de Newton de 43 secondes d'arc par siècle. Par siècle. C'est l'épaisseur d'un cheveu vue depuis une distance d'1 mètre. C'est un tout petit angle sur un siècle. Donc il y a des gens qui disaient, mais c'est rien, on s'en fiche, c'est zéro, quoi. Et d'autres disaient, ben non, c'est exactement égal à 43 secondes d'arc par siècle. Ils avaient déjà eu un problème, les astronomes, avec une planète, quelques décennies avant. Cette planète, c'était Uranus. Uranus a une trajectoire qu'on peut observer, et il y avait un petit écart entre ce qui était observé et ce qui était calculé. Et les astronomes, ici à Paris, il y avait Arago, Le Verrier, se sont dit, il doit exister une planète qu'on n'a jamais vue, qui, si elle existe, agit gravitationnellement sur Uranus et provoque le petit écart que nous observons. Ils ont fait des calculs, et à Potsdam, dans le même observatoire que celui auquel travaillait Freundlich, on a pointé la lunette à l'endroit calculé, et on a vu, c'est un astronome qui s'appelait Gall, il a vu un point lumineux, le soir même du jour où il a reçu la lettre indiquant la position. Il a passé la nuit à regarder que ce point bougeait, que c'était donc pas une étoile fixe, c'est bien une planète, et c'est ainsi qu'il a découvert Neptune. Et quand il y a eu le désaccord entre l'observation de la trajectoire de Mercure et les calculs, les gens, ils ont utilisé la même technique. Ils ont même baptisé la planète responsable de ce désaccord avant de la détecter. Ils l'ont appelée Vulcain. Il y a même un ingénieur qui croyait l'avoir vu, il a eu la Légion d'honneur. 3 jours après, il avait la Légion d'honneur. Mais ce n'était pas une vraie planète. En fait, il y a plein d'hypothèses expliquant pourquoi on ne voyait rien. Et puis Einstein lui a dit, mais le désaccord là, entre le calcul et l'observation à propos de Mercure, ce désaccord, il n'est pas dû à une planète inconnue. Il est la preuve que les équations de Newton sont fausses. Et en 1915, il va donc publier la vraie théorie de la relativité générale. Dans le petit calcul, les brouillons qu'on a retrouvés, c'est un truc assez émouvant parce qu'ils se plantent, ils font des erreurs de calcul, etc. Et puis ils obtiennent pour le périhélie de Mercure un angle beaucoup plus élevé que celui qui est observé. Mais ça ne les perturbe pas, parce que par ailleurs, ils obtiennent un résultat qui les satisfait. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et c'est au moment de publier en 1915 qu'Einstein va se rendre compte qu'il y avait une erreur de calcul dans le résultat qui leur plaisait tant. Et c'est à ce moment-là qu'il va accepter le tenseur qu'il avait initialement refusé, qui avait été proposé par Grossmann. Et c'est ce tenseur-là qui va constituer, qui va, disons, intervenir dans les équations d'Einstein de la relativité générale. Publié en novembre 1915, et en janvier,
Einstein fait le calcul du périhélie de Mercure dans la nouvelle théorie, dans laquelle il n'y a aucun paramètre. Il n'y a que deux constantes fondamentales, celle de Newton et la vitesse de la lumière. Et il trouve 43 secondes d'arc par siècle. Vous imaginez l'émotion que ça peut provoquer. Donc tout ça pour dire que partir de la chute des corps, en commençant par Aristote, puis Galilée, puis Einstein, ça permet de fonder des théories qui sont les bonnes, finalement. Aujourd'hui, en 2022, quand on fait de la cosmologie, on utilise quoi comme équation? Les équations d'Einstein. Qu'est-ce que Einstein et les autres savaient en cosmologie en 1915? Rien, par rapport à aujourd'hui. Ils ne savaient pas qu'il existe d'autres galaxies que la nôtre. Ils avaient repéré des nébuleuses, mais ils pensaient qu'elles étaient dans la Voie lactée. Ils ne savaient pas d'où vient que les étoiles brillent. Ils ne connaissaient pas les réactions nucléaires. D'où vient que les étoiles émettent de la lumière? En guise de jeu céleste, on connaissait les étoiles, les planètes, peut-être les comètes de nature un peu inconnue. On ne savait évidemment pas que l'univers était en expansion. Et un siècle plus tard, on a les trous noirs, dont on peut faire des images, on a les ondes gravitationnelles, on a les pulsars, on a compris la nucléosynthèse, la fabrication des atomes dans les étoiles, dans les explosions d'étoiles, dans l'univers primordial. Et on a toujours les équations d'Einstein. Ça veut dire que toutes les nouvelles données qu'on a obtenues ont résisté, ou plutôt la théorie a résisté à toutes ces nouvelles données qui auraient pu la contredire et obliger à la remanier. Alors maintenant, ça sera ma conclusion, faisons à notre tour une expérience de pensée. Imaginons que nous ayons aujourd'hui toutes les données que nous avons, recueillies par des satellites, des télescopes, des collisions de particules, tout ce que vous voulez. Donnons ces données à des algorithmes d'intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez sérieusement que ces algorithmes pourraient retrouver les équations d'Einstein? Ben non. Ben non. C'est mon argument dans la guerre des anciens et des modernes qui existe aujourd'hui dans les grandes écoles. Il y a les vieux comme moi qui disent qu'il faut apprendre aux étudiants les théories physiques. Parce que les théories physiques en disent plus sur le monde que les données. Si on n'avait pas eu les équations d'Einstein, on n'aurait jamais détecté les ondes gravitationnelles. Et si elles étaient dans nos données sans qu'on ait les équations d'Einstein, on ne les aurait pas reconnues. Pareil pour les trous noirs. Je pense que vous avez vu en mois de mai dernier l'image du trou noir supermassif qui est au centre de la galaxie. On n'aurait jamais pu identifier cet objet, parce que ce n'est pas une photo qu'on a prise, hein, c'est une image résultant d'un traitement de données très complexe. On n'aurait pas pu le reconnaître si on n'avait pas eu les équations d'Einstein. Autrement dit, jusqu'à preuve du contraire, les théories en disent plus que les données, au moins dans ce domaine. Parce que les théories agissent comme des treuils ontologiques. Elles permettent de prédire, si elles sont cohérentes, l'existence d'objets que nous n'avons jamais vus. Et si nous parvenons à les voir, c'est parce que les théories les prédisent. Ce n'est pas par l'observation. Pour les voir, il faut aller les chercher. Et j'espère que la semaine prochaine, vous applaudirez les 10 ans de la détection du boson de Higgs, qui a été annoncé officiellement le 4 juillet 2012. Une détection qui s'est produite 48 ans après la prédiction du boson de Higgs, par des arguments théoriques qui d'ailleurs, d'un certain point de vue, mais je n'ai pas le temps de l'expliquer, relevaient de l'expérience de pensée. Ça relevait d'une sorte d'expérience de pensée. D'accord ? Et donc, voilà, jusqu'à preuve du contraire, nous avons besoin
de cerveau humain pour faire progresser la science. Parce qu'un algorithme n'est pas capable d'avoir une pensée critique. Un algorithme, pour ce que j'en ai compris, n'est pas capable d'interroger le sens de ce qu'il fabrique, et il n'est pas non plus capable d'inventer des concepts. Je sais qu'il y a des physiciens qui ont mesuré, ils ont fait osciller un pendule complexe, un pendule double. Ils l'ont fait osciller dans avec toutes les vitesses possibles, en enregistrant la vitesse, l'accélération, la position des deux extrémités du pendule. Ils ont donné à manger ces données à un algorithme qui, c'est ce que dit leur article, a retrouvé les lois de la mécanique, notamment la conservation de l'impulsion et la proportionnalité entre la force et l'accélération. Bon, c'est pas très étonnant. Ça montre juste que les lois physiques sont respectées par les pendules. Et ce ne sont pas les algorithmes qui ont fabriqué le concept de vitesse ou d'accélération. On leur a livré clé en main. Est-ce que vous pensez qu'un algorithme pourrait, dans la suite de l'histoire, fabriquer des concepts qui aident à la formulation de nouvelles théories physiques? Bon, je pense que non, mais la suite de l'histoire pourrait montrer que j'ai tort. Voilà, j'ai dépassé 30 minutes, je suis désolé. Je vous remercie pour votre attention. Une question, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Bonjour, ici. Je suis étudiant en Master 1 de physique, donc je ne suis pas du tout spécialiste en cosmologie pour l'instant. Et vous avez dit que la relativité générale, pour l'instant, avait résisté à toutes nos observations de cosmologie moderne, de cosmologie, enfin toutes les observations qui viennent après elle. Et je souhaitais savoir si cette phrase était valable encore dans la période où on cherche une matière noire nécessaire et que l'on cherche à faire cohabiter avec la théorie de la relativité générale. Parce qu'on se retrouve typiquement dans le même moment où on avait pensé à Vulcain. Est-ce que si on était à l'époque où on attendait Vulcain, vous auriez pu dire la même phrase de la théorie de Newton? C'est une très bonne question. En effet, on dit il y a le problème de la matière noire. Et quand on dit il y a le problème de la matière noire, on sous-entend qu'elle existe. Or, il faut déjà démontrer qu'elle existe. Bon, le LHC, qui a permis la détection du boson Higgs, redémarre, je ne sais pas si vous l'avez lu, redémarre la semaine prochaine, avec une luminosité pour les faisceaux qui est augmentée d'un facteur 10 à peu près, une énergie à peu près la même, mais qui va croître dans le futur. Et on repart pour 10 années d'exploration, de conditions pour les collisions un peu meilleures et qui permettraient de voir des particules qu'on n'a encore jamais vues. Et évidemment, les triggers, comme on dit, vont être, au moins dans un premier temps, réglés pour détecter d'éventuelles particules de matière noire, pour lesquelles il y a pas mal de candidats, il faut savoir s'ils existent. Mais vous avez raison, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Donc en fait, si vous regardez le problème de la dynamique des galaxies, qui est le vrai problème, on ne peut la comprendre que si on suppose qu'il y a une matière qui agit sur les galaxies, en plus de la matière visible. Mais si on dit cela, c'est parce qu'on a confiance dans les équations. C'est exactement comme vous l'avez dit vous-même, l'équivalent de Neptune pour les équations de Newton. Hein? Mais un physicien, il doit en passer par l'expérience et montrer que cette matière existe. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas vu de particules de matière noire. Il y a des recherches menées auprès des accélérateurs, il y a des recherches menées dans des espèces de cavités dans les montagnes, notamment en Italie et dans les Abruzzes. On essaie par toutes sortes de moyens de les détecter, et ce qu'on peut simplement faire, c'est dire en dessous de cette masse, il n'y en a pas. Mais il peut y en avoir à des masses plus élevées qu'on n'a pas pu explorer pour des raisons de capacité expérimentale. Mais voilà, le vrai problème, c'est celui de la dynamique des galaxies, et la façon, disons, la plus ouverte de l'envisager, c'est soit de dire solution ontologique, comme pour Uranus, soit solution législative, comme pour Mercure. Et on devrait dire, voilà, les deux options existent, même si, d'après ce que j'ai compris, modifier la gravitation de façon élégante, de façon à ce qu'on n'ait plus besoin d'invoquer la matière noire ni l'énergie noire,
c'est du coton, mais Jean-Pierre Luminet qui est dans la salle vous en parlera peut-être beaucoup mieux que moi. Bien, merci beaucoup. Je vous propose de remercier à nouveau Étienne Klein. Et je passe sans plus tarder à la dernière synthèse de la journée. Alors tu t'es demandé comment construire une théorie de la gravitation en faisant chuter des corps. Je crois que vous l'avez compris, la réponse c'est par des expériences de pensée. Alors je ne sais pas si tu as répondu à un sujet de bac en faisant cette conférence, mais en tout cas tu as répondu à un sujet de central. Je suis bien placé pour le savoir parce que c'est le sujet que j'ai dû traiter pour valider mon cours de philo des sciences, n'est-ce pas? C'était la phrase de Coiré que tu as citée, peut-on expliquer le réel par l'impossible? Et cette phrase est totalement parallèle à la question défi de la conférence, puisque l'impossible, en l'occurrence, ce sont ces expériences de pensée, ces visions purement abstraites qui, je te cite, permettent de penser des mondes contrafactuels pour mieux penser notre monde factuel. Alors, je crois que tu as cité 3 expériences de pensée. La première, on remonte au XVIIe siècle avec Galilée, qui se demande ce qui se passerait si on supprimait tous les frottements dans le cas de la chute des corps, donc dans le vide. C'est bel et bien une situation impossible, comme dirait Coiré, et c'est là qu'il fait, tu as cité un texte qu'on a publié récemment, qu'il fait cette déduction incroyable selon laquelle la durée de la chute des corps ne dépend pas de la masse des 10 corps. Et c'est là aussi qu'il va énoncer l'une des premières lois de la physique, comme quoi la vitesse de la chute est proportionnelle à sa durée. Et c'est donc une expérience de pensée essentielle puisqu'elle remet 2000 ans de physique d'Aristote en cause. Et tu l'as mentionné, Galilée a presque eu l'intuition du principe d'équivalence qui sera formulé, là on fait un saut de 3 siècles, en 1907, par Einstein. Alors, Einstein donc, va faire la deuxième expérience de pensée que tu as citée, avec l'idée la plus heureuse de sa vie, n'est-ce pas? Cette idée selon laquelle si une personne est en chute libre, alors elle ne sentira pas son propre poids. Donc c'est une idée incroyable, puisque cela veut dire que subir la pesanteur nous met en situation d'impesanteur et donc nous donne cette sensation d'absence de ressenti de la pesanteur. Donc en quelque sorte, la gravitation annule la cause même de la chute du corps, qui est précisément le champ de gravitation. Donc il fait cette expérience de pensée qui est un véritable choc pour lui, qui va le conduire au principe d'équivalence, principe selon lequel un phénomène ou une expérience physique effectuée dans une cabine, dans un champ de gravitation, sera équivalente à une expérience ou un phénomène de physique dans une cabine qui sera accéléré. Peu de temps plus tard, c'est la 3e expérience de pensée que tu nous as présentée, il imagine que dans cette fameuse cabine, un rayon de lumière passe dans cet ascenseur, et en appliquant le principe d'équivalence à cette situation, il en déduit qu'un champ de gravitation est capable de déformer le trajet de la lumière, ce qui est précisément contre-intuitif, ce qui est aussi impossible, là encore, puisque apparemment la lumière n'a pas de masse. Et donc ça va être vérifié lors d'une éclipse totale de soleil par rapport à la position apparente d'étoiles avec éclipse ou sans éclipse. Alors il va y avoir aussi donc une expédition montée en 1914 qui n'a pas abouti, et heureusement, car les calculs à ce moment-là d'Einstein étaient faux. Et donc tu as rappelé comment Einstein est arrivé à sa bonne entre guillemets, théorie de la relativité générale par le périhéline-Mercure, en soulignant cette dichotomie entre solutions ontologiques et solutions législatives. Lors de la découverte de Saturne, il s'agissait d'une solution ontologique, c'est-à-dire on a rajouté une planète au mobilier ontologique de l'univers pour expliquer les anomalies dans le mouvement d'Uranus. Et là, Einstein va faire le raisonnement inverse, si j'ose dire, législatif, en proposant non pas une nouvelle planète, mais une modification des lois, en l'occurrence de Newton, donc la théorie de la relativité générale, pour expliquer les 43 secondes d'arc par siècle du périhéline-Mercure. Et donc, ça va être évidemment un grand succès pour la relativité générale, ce qui prouve que les expériences de pensée, les 3 expériences successives que tu nous as présentées, ont été extrêmement fructueuses,
Elles ont conduit donc à cette théorie de la relativité générale qui est toujours utilisée aujourd'hui, malgré toutes les découvertes qui ont pu être faites, toutes les données qui ont pu être acquises au cours depuis son avènement dans le domaine de la cosmologie. Et puis, suite à la question du public, bien sûr, cette théorie, même si elle est très efficace, n'est peut-être pas définitive. Et d'ailleurs, on pourrait dire la même chose de la mécanique quantique ou de toute autre théorie. Et puis tu as conclu sur cette idée, cette question, est-ce que tout le big data, toute l'intelligence artificielle de notre monde actuel pourrait retrouver la théorie de la relativité générale ? Je vous signale à ce propos qu'il y a eu la précédente édition de Time World à Montréal en mai dernier sur le thème de l'intelligence artificielle et que cette question-là a été largement abordée, je crois notamment par Jean-Philippe Uzan. Donc je vous renvoie à ce congrès et à toutes les conférences qui sont disponibles en ligne parce que notamment il y a eu des projets pour essayer de faire retrouver l'héliocentrisme à des systèmes d'intelligence artificielle et donc ça, évidemment, ça pose des questions passionnantes. Voilà, ainsi s'achève cette journée de conférence, mais ce n'est pas terminé puisque nous enchaînons à 18h30 avec le concert qui nous est proposé par David Aroutunian. Merci beaucoup à toutes et à tous.